Prune Poche n'est jamais montée sur un podium comme une mannequin ordinaire. Dès la première seconde, le public a ressenti chez elle quelque chose de différent. Un regard tranchant, presque glacé, mais traversé par un désir brûlant d'être vue, d'être reconnue. Alors que de nombreuses mannequins avançaient avec une démarche déjà codifiée, Prune avait l'allure d'une rebelle, d'une top modèle prête à défier les règles, à lever le menton et à transformer chaque pas en déclaration. On lui avait souvent répété qu'elle était trop frêle pour réussir, que son visage était trop anguleux pour correspondre aux standards. Pourtant, ce qui semblait être des faiblesses devint son arme la plus puissante. Elle n'incarnait pas la beauté parfaite, attendue par l'industrie, mais l'incarnation vivante du défi. Sur le catwalk, Prune transformait la fragilité en force, l'allure rebelle en langage personnel, captivant les spectateurs autant qu'elle les surprenait. Le moment resté dans toutes les mémoires survint lors d'un défilé prestigieux à Paris. Les projecteurs brillaient, les appareils photos crépitaient, et soudain, au lieu de continuer à marcher, Prune s'arrêta. Elle resta immobile, fixant l'objectif, laissant la salle entière basculer dans quelques secondes de silence tendu. Ce qui aurait pu paraître une erreur se transforma en symbole. Elle n'était pas qu'un corps vêtu de haute couture, elle reprenait le contrôle de son récit. À partir de cet instant, Prune Poche s'est détachée du rang des mannequins classiques pour s'imposer comme une top modèle imprévisible. Pour elle, la mode n'était pas seulement un jeu de lumière et de paillettes, mais un dialogue puissant entre son être intime et un monde qui cherchait à l'enfermer dans des normes figées. Prune Poche est née et a grandi en France, dans une famille tout à fait ordinaire, sans aucun lien avec le monde de la mode. La ville de son enfance n'avait rien de commun avec Paris et son éclat, ni avec Milan ou Londres. C'était une petite cité tranquille, marquée par les matins brumeux, les ruelles pavées et une vie au rythme lent. Ses parents appartenaient à la classe moyenne et travaillaient dur pour élever leurs enfants. Jamais ils n'auraient imaginé que leur fille fragile deviendrait un jour une top modèle admirée sur les podiums internationaux. Dès son plus jeune âge, Prune montrait des signes de différence. Elle n'était pas l'enfant bruyante qui cherchait l'attention, mais une observatrice silencieuse. Alors que ses camarades se passionnaient pour les jeux bruyants, elle restait des heures à contempler la lumière filtrant par la fenêtre, ou les nuances d'une nappe colorée, ou encore la forme d'une feuille morte sur le sol. Cette sensibilité à la beauté des détails constituait déjà une énergie intérieure prête à éclore. À l'école, Prune n'était pas la meilleure élève, mais son regard marquait les esprits. Les enseignants disaient qu'il y avait dans ses yeux une profondeur étonnante, un mélange de rêverie et de détermination. Elle semblait porter en elle un monde plus vaste que son quotidien banal. Cependant, son enfance fut jalonnée d'épreuves. Quand son père perdit son emploi, la famille connut des difficultés financières. Sa mère, une femme courageuse, fit tout pour maintenir l'équilibre, souvent au prix d'efforts épuisants. Prune, témoin de ces inquiétudes, comprit très tôt que la vie n'était pas toujours juste, mais que l'endurance pouvait être une arme. Dans son quartier, les préjugés ne manquaient pas. Sa silhouette maigre et son visage trop anguleux la rendaient différente. Certains camarades l'appelaient « le bâton » ou « l'ombre », moquerie cruelle qui la blessait. Longtemps, elle s'est demandé si elle trouverait un jour sa place. Mais au lieu de s'effondrer, elle transforma ses blessures en moteur. Elle commença à bricoler avec des morceaux de tissu usés, fabriquant des robes pour ses poupées ou se plaçant devant le miroir pour inventer des poses. Ce qui semblait n'être qu'un jeu était en réalité une première exploration du langage corporel, une initiation au rôle futur de mannequin. Sa famille, cependant, ne comprenait pas sa passion. Il la pressait de se concentrer sur ses études, d'envisager un futur sûr, infirmière, secrétaire, enseignante. Mais Prune sentait confusément qu'elle n'était pas destinée à ces chemins tracés. Elle n'avait pas encore un rêve clair, mais elle savait que sa différence n'était pas une faiblesse, mais une énergie cachée. Un jour, lors d'une fête locale organisée par des étudiants en art, Prune fut invitée à participer à une modeste présentation de mode. La scène improvisée n'avait rien de spectaculaire. Quelques projecteurs, un public réduit. Pourtant, quand elle monta, ses pas résonnèrent comme une révélation. Son cœur battait vite, mais ce trac se transforma en libération. Pour la première fois, elle comprit que se tenir face au regard des autres n'était pas une peur, mais une délivrance. Ainsi, son enfance se dessine comme un mélange d'épreuves et de découvertes intimes. Entre la pauvreté relative, les moqueries et les attentes d'une vie banale, Prune a appris à transformer ses failles en force.
Personne, dans ce petit coin de France, n'aurait parié qu'elle deviendrait un jour une top modèle de renommée internationale. Mais déjà, dans le silence de ses premières poses, se dessinait la silhouette d'une future icône de la mode, une mannequin prête à défier les normes établies. Pour Prune Posch, l'entrée dans la mode ne ressemblait en rien aux récits idéalisés. Il n'y eut ni rencontre miraculeuse dans un centre commercial, ni découverte spectaculaire dans la rue. Son histoire commença par une rencontre banale, mais décisive. À 16 ans, Prune passait souvent ses week-ends à la bibliothèque municipale. C'était son refuge, loin des tensions familiales. Un jour, un étudiant en photographie de l'école des beaux-arts l'y remarqua. Son œil exercé capta immédiatement la singularité de cette adolescente au visage anguleux. Timidement, il l'aborda. « J'ai besoin d'un visage différent pour mon projet de fin d'études. Voudrais-tu poser ?» La proposition déstabilisa Prune. Sa famille n'accepterait jamais. Pour ses parents, les séances photos étaient futiles, voire risquées. Mais au fond d'elle, un élan la poussait à tenter l'expérience. Après quelques jours d'hésitation, elle dit oui. La séance eut lieu dans une pièce nue, éclairée par la lumière naturelle d'une fenêtre. Pas de maquillage sophistiqué, ni de vêtements luxueux. Prune portait une simple chemise usée. Au début, elle se sentit gauche, mais bientôt son instinct prit le dessus. Elle inclina la tête, posa sa main sur son cou, fixa un point lointain. Le photographe sut aussitôt qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait, une authenticité rare, fragile et puissante. La série fut présentée lors d'une exposition étudiante. Par hasard, un représentant d'une petite agence de mannequins assistait à l'événement. Fasciné par l'aura de Prune, il la contacta immédiatement. Quand elle annonça la nouvelle chez elle, la réaction fut violente. Ses parents, inquiets, redoutaient qu'elle soit exploitée. « Concentre-toi sur tes études, la mode n'est pas faite pour toi », pleura sa mère, mais Prune ne pouvait ignorer l'appel de cette chance. Le jour du casting à l'agence, la peur lui serrait la gorge. Autour d'elle, des jeunes filles grandes, confiantes, parfaites. Elle, frêle silhouette, se sentait déplacée. Pourtant, lorsqu'on lui demanda de marcher, elle choisit de ne pas imiter. Ses pas furent instinctifs, à la fois souples et fermes, vulnérables et farouches. Les recruteurs échangèrent des regards étonnés. Quelques jours plus tard, le verdict tomba. Elle signait un contrat d'essai. Ce n'était pas un triomphe éclatant, mais un premier pas concret dans l'univers exigeant du mannequinat. Les nuits suivantes, elle peinait à dormir, partagée entre excitation et angoisse. Elle rêvait de défilés prestigieux, mais voyait aussi, en pensée, le regard désapprobateur de ses parents. Ses premiers shootings professionnels furent éprouvants. Les photographes exigeaient sans cesse de nouvelles expressions, de nouvelles poses. Parfois, Prune se sentait perdue, au bord des larmes. Mais elle découvrit vite que ce qui plaisait n'était pas l'imitation, mais son authenticité. Ce demi-sourire énigmatique, ce regard perçant, ce geste inattendu qui marquait la différence. Ainsi commença son apprentissage, douloureux mais révélateur. À travers chaque défi, Prune apprenait à transformer sa fragilité en force. Elle n'était plus seulement une adolescente discrète, mais une mannequin qui esquissait les contours d'une future top modèle. Cette entrée dans la profession, loin d'être un conte de fées, fut le résultat d'un choix courageux contre la peur et contre les doutes. Ce premier pas annonçait déjà le parcours contrasté qui ferait d'elle une figure à part dans la mode internationale. Une fois ces premiers pas franchis, Prune Posch prouva rapidement qu'elle n'était pas un visage de passage. Elle entra dans le monde de la mode avec une énergie imprévisible, et c'est précisément cette singularité qui la propulsa vers des sommets inattendus. Son premier grand défilé eut lieu à Paris, capitale éternelle de la mode. C'était pour un jeune créateur encore émergent, mais la salle était remplie de figures influentes. En sortant des coulisses, Prune sentit tous les regards converger vers elle. La musique battait, les projecteurs illuminaient la scène, et le bruit sec de ses talons résonnait. À cet instant, elle ne fut plus la jeune fille timide de province, mais une mannequin assumant pleinement sa place. Quand elle termina sa marche, la salle éclata en applaudissements. Le nom de Prune Posch commençait à circuler. De là, les invitations s'enchaînèrent. Un moment décisif fut sa participation à une campagne de parfum pour une maison prestigieuse. La séance se déroulait dans un palais ancien, baigné d'une lumière dorée. Vêtue d'une robe noire simple, Prune imposait par son regard
hypnotisant le spectateur. Les magazines titrèrent « Un souffle nouveau traverse Paris ». L'apogée fut atteinte lorsqu'elle fit la couverture de Vogue. Tenir entre ses mains ce numéro où son visage occupait toute la première page fut un vertige. Elle se rappela les surnoms cruels de son enfance, les craintes de sa mère, et comprit le chemin parcouru. Mais au-delà des images, c'est son style qui fascina. Là où beaucoup de mannequins suivaient des codes précis, Prune s'autorisait des libertés, une rotation de tête brusque, un regard planté dans l'objectif, une démarche oscillant entre défi et séduction. Chaque photographe voyait en elle une conteuse d'histoire. Certains créateurs de renom, comme Jean-Paul Gaultier ou Alexander McQueen, louèrent sa singularité. Ils la surnommèrent la muse moderne, capable de transformer chaque vêtement en manifeste. Prune ne se contentait pas de porter une robe, elle l'habitait. Le public, en la regardant, ne voyait pas seulement une mannequin, mais une top modèle qui incarnait l'esprit de liberté et de rébellion. Le succès, toutefois, avait son prix. Son agenda devint infernal. Vols transatlantiques, séances photos interminables, soirées officielles. Beaucoup s'y seraient perdus. Prune, elle, trouva refuge dans des instants de solitude. Devant un miroir d'hôtel, en silence, elle se recentrait pour ne pas se dissoudre dans la frénésie. Durant ces années, elle devint une véritable icône de la mode française. Les journaux la décrivaient comme l'image d'une génération qui refuse les normes. Cette reconnaissance dépassait le simple mannequinat. Elle représentait une manière d'être au monde. Sa percée, finalement, ne se mesure pas seulement en défilé ou en couverture. Elle se mesure à l'émotion laissée. Chaque fois que Prune avançait sur le catwalk, ce n'était pas une marche mécanique, mais un message. Elle rappelait que la beauté réside dans l'audace d'être différent. Dans un univers où les visages apparaissent et disparaissent à une vitesse vertigineuse, devenir une icône exige bien plus que la beauté ou la notoriété passagère. Prune Poche l'avait compris, et c'est précisément par ses choix singuliers qu'elle s'imposa comme une figure incontournable. Sa différence la plus marquante résidait dans son refus de se laisser absorber par la machine industrielle de la mode. Beaucoup de mannequins acceptent n'importe quel contrat pour maintenir leur visibilité. Prune, elle, choisissait avec soin. Plusieurs fois, elle déclina des offres lucratives venant de grandes marques internationales simplement parce qu'on lui demandait de modifier son apparence pour coller aux standards. Elle répondit un jour à un journaliste « Si je dois devenir une copie de 100 autres filles, pourquoi exister encore ?» Cette phrase, brutale mais sincère, fit le tour des rédactions. Cette intransigeance lui valut une réputation de personnalité difficile. Mais c'est précisément ce qui força le respect des créateurs. Contrairement à d'autres, Prune n'était pas un simple cintre. Elle était une individualité. Elle ne faisait pas que mettre en valeur les vêtements, elle leur insufflait une âme. Un épisode marquant fut sa décision d'accepter une séance photo artistique en demi-nue pour un magazine indépendant, tout en refusant simultanément une campagne mondiale de lingerie. Pour elle, la frontière ne se situait pas entre le montrer et le cacher, mais entre l'art et la marchandisation. La série artistique révéla un corps assumé, vulnérable mais fier, et fut saluée comme un manifeste. En revanche, la publicité qu'elle refusa aurait réduit la femme à un produit. « J'ai le droit de décider quand et pourquoi mon corps apparaît », affirma-t-elle. Sa singularité transparaissait aussi dans son mode de vie. Tandis que l'élite de la mode s'agitait dans des soirées étincelantes, Prune retournait régulièrement dans sa ville natale. Elle s'asseyait dans de modestes cafés, vêtue simplement, et surprenait ceux qui reconnaissaient la top modèle qu'ils avaient vue sur Vogue. Ce retour aux racines la protégeait de l'illusion d'un monde superficiel. Par ailleurs, elle utilisait sa voix d'une manière inhabituelle pour une mannequin. Dans ses interviews, elle dénonçait l'hypocrisie d'une industrie qui se vantait de diversité tout en rejetant les différences dès le casting. « Comment parler d'inclusion si l'on écarte celles qui ne rentrent pas dans vos cases ?» lança-t-elle un jour, déclenchant un débat. Ses prises de position divisèrent. Certains y virent une rébellion inutile, d'autres saluèrent le courage. Mais qu'on l'aime ou qu'on la critique, personne ne pouvait l'ignorer. Pour de nombreuses jeunes filles, elle devenait la preuve vivante qu'on peut dire non et tracer sa propre route. La force de Prune était de transformer son parcours personnel en symbole collectif. Elle n'avait pas seulement triomphé comme mannequin, elle s'était affirmée comme une top modèle qui questionnait le système. Dans un milieu où l'on préfère souvent les silhouettes interchangeables, elle démontra que la personnalité et la fidélité à soi-même pouvaient devenir un héritage.
Aujourd'hui encore, quand on évoque son nom, les critiques préfèrent parler de conteuse avec son corps plutôt que de simple corps sur podium. Cette nuance suffit à expliquer pourquoi Prune Posch est restée dans la mémoire. Elle incarna une différence que nul ne pouvait récupérer ou imiter. Aucun parcours n'est fait uniquement de lumière, et celui de Prune Posch n'y échappa pas. Après les années de gloire, les fissures commencèrent à apparaître, révélant la fragilité derrière l'icône. Le rythme effréné des défilés, les voyages incessants entre l'Europe, l'Amérique et l'Asie, les séances photos sans fin, tout cela épuisa son corps, et surtout son esprit. Derrière le vernis éclatant, la solitude la rongeait. Dans les chambres d'hôtel impersonnelles, loin des projecteurs, Prune avouait parfois à ses proches se sentir étrangère à sa propre vie, comme si la top modèle admirée du public n'était qu'un masque trop lourd à porter. La première chute se produisit lorsqu'elle accepta une intervention esthétique mineure, conseillée par son manager. « Il faut rester parfaite », lui répétait-on. Elle céda. Mais l'opération altéra son visage, effaçant une partie de la singularité qui faisait sa force. Les magazines s'en emparèrent aussitôt. « Prune Posch a-t-elle perdu son identité ?» titraient certains. Les photos post-opératoires circulèrent sur les réseaux sociaux. Les réactions furent vives, déception, critique, mais aussi compassion. Sur Instagram, elle écrivit simplement « Je ne reconnais plus le visage dans le miroir ». Ces mots touchèrent des milliers de lecteurs. Peu à peu, elle se retira des podiums. Son absence aux grandes Fashion Weeks surprit. Les rumeurs enflèrent. Maladie, lassitude, caprice. Mais Prune choisit le silence. Et ce silence pesait plus lourd que n'importe quelle explication. On la revit parfois dans sa ville natale, assise seule dans un café, vêtue d'un manteau trop large, le regard perdu. Les tabloïds s'empressèrent de publier « L'ancienne mannequin n'est plus qu'une ombre ». Ces images choquèrent ceux qui l'avaient connue flamboyante. Le plus douloureux fut sans doute la perte de confiance en elle-même. Pendant des mois, elle refusa shootings et interviews. Les contrats disparurent, les projecteurs se détournèrent. Pour une top modèle habituée à être au centre, cette éclipse fut un vertige. Certains se réjouissaient de sa chute, d'autres regrettaient une icône disparue trop tôt. Pourtant, à travers ce naufrage, une autre vérité apparut. Prune n'était pas un mythe infaillible. Elle avait des failles, des erreurs, des blessures. Cette humanité nouvelle émut une partie du public. Des messages de soutien affluèrent. Peu importe ton visage, tu restes Prune. Cette période sombre, faite de silence et d'absence, fut comme une parenthèse forcée. Elle perdit une partie de sa carrière, mais elle gagna un espace intérieur. Elle commença à se redécouvrir loin des podiums, à réfléchir à ce qui comptait vraiment. Ainsi, l'incident et la disparition de Prune ne furent pas seulement une chute, mais un chapitre révélateur. Derrière la top modèle flamboyante se cachait une femme vulnérable, contrainte de regarder ses fissures en face. Et c'est peu être cette fragilité qui inscrivit encore plus profondément son nom dans la mémoire collective, celui d'une mannequin qui osa montrer qu'elle n'était pas invincible. Au terme de ce parcours, il ne reste pas seulement des photos ou quelques vidéos de défilés. L'héritage de Prune Posch réside dans l'esprit de résistance qu'elle a incarné, dans cette manière de transformer la différence en arme. Même si elle n'apparaît plus avec la même fréquence sur les podiums, son nom demeure dans les débats sur l'évolution de la mode française. Les journalistes rappellent qu'elle fut l'une des premières à questionner ouvertement la notion de beauté standard. Ces phrases, parfois abruptes, sont désormais citées dans des articles et des conférences sur la représentation des femmes. Pour la nouvelle génération, elle reste un repère. De nombreuses jeunes filles voient en elle la preuve qu'on peut refuser un contrat, tracer un chemin hors des sentiers battus et malgré tout devenir une top modèle. Elles comprennent grâce à elle que la valeur d'un mannequin ne se mesure pas seulement à la perfection d'un corps, mais à la force d'un caractère. Un jour, interrogée sur ses regrets, Prune répondit simplement « Sans les fissures, comment la lumière entrerait-elle » Cette phrase résonne encore comme une devise, rappelant que ses erreurs et ses blessures font partie de son héritage. Aujourd'hui, quand on prononce son nom, on ne pense pas seulement au défilé grandiose, mais à une femme qui a osé dire non, qui a refusé de se plier à toutes les règles. Peut-être que si elle commençait aujourd'hui, dans une époque plus sensible à la diversité, son ascension aurait été plus douce. Mais sa lutte, elle, reste intemporelle. Ainsi, Prune Posch a laissé bien plus qu'un souvenir. Elle a offert une leçon.
celle qu'un top modèle n'est pas seulement une silhouette sur un podium, mais une voix, une présence, un héritage.